Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de l'inflation, ou plutôt on va essayer de remettre l'église au centre du village de tout ce qu'on peut entendre sur l'inflation. Bien entendu, l'inflation c'est le mot à la mode, c'est très recherché, donc tout le monde va vous parler de l'inflation. L'idée, c'est que toujours vous allez avoir autant d'avis et d'opinions que d'analystes, d'économistes et même de gens lambda comme moi. L'idée, évidemment, c'est que tout ça, c'est du bruit de marché. Personne n'a raison, personne n'a tort. Je dirais même que tout le monde a raison. La différence et la définition première, c'est que quand quelqu'un vous dit et vous parle d'inflation et est-ce qu'il pense que l'inflation sera durable, temporaire, forte, pas forte, etc., c'est de savoir, ok, mais à quel horizon ? Parce que, comme je vous l'explique, tout n'est que question de cycle et de poupée russe. On peut très bien avoir une invasion de l'inflation et avoir une inflation à plus long terme, à 10 ans, 20 ans, on peut expliciter les raisons qui, en effet, pourront être inflationnistes sur le monde. Je peux tout aussi bien vous dire que dans les 10 ans à venir, le monde va structurellement rester déflationniste. Et potentiellement, à horizon au-delà de 2050, aussi, on sera dans des pressions déflationnistes, pour X raisons. Après, on peut discuter à court terme. Donc, bien définir, c'est quoi le court terme, c'est quoi le moyen terme, c'est quoi le long terme. Bien définir, quand on parle, il y a une inflation à aujourd'hui, ne pas se faire avoir par l'effet de base, parce que si on parle de l'inflation du mois de mai 2021, par exemple, à plus 5%, il faut bien comprendre que c'est plus 5% sur une année glissante par rapport à mai 2020. Là où toutes les économies étaient fermées, donc vous aviez une énorme déflation. Donc quand vous êtes au ras des pâquerettes, vous remontez de 5%, soit vous prenez le chiffre plus 5% et vous en avez peur et vous vous dites « Ouh, il y a une inflation de 5%, soit vous comparez par rapport à ce qui est comparable et c'est plus 5% par rapport à un monde où on était tous cloisonnés chez nous. Donc avant de pouvoir parler d'une inflation réelle, etc., il faudra peut-être attendre quelques mois d'avoir des stades qui sont plus en relation où l'économie commençait un petit peu à tourner quand même avec une réouverture même partielle. Et au-delà de cela, c'est bien comprendre ce qui fait l'inflation. Comment est calculée l'inflation? Chaque pays va avoir une définition. En France, on a une certaine définition, on choisit des produits et on va calculer par rapport à un panier moyen. Donc bien comprendre que c'est pondéré, bien comprendre qu'il y a certains produits qui ne sont pas intégrés, sur lesquels vous pouvez subir, vous personnellement, parce que vous êtes en train d'investir, parce que voilà, vous avez des constructions, des choses comme ça, vous pouvez ressentir qu'il y a une inflation, et pour autant, comprendre que l'inflation que vous ressentez vous n'est pas l'inflation que la personne lambda qui fait ses courses va nécessairement ressentir, et donc quand les stats ressortent, comprendre que ces stats-là sont liées par rapport à une façon de calculer l'inflation qui n'est pas forcément liée à vous, vos individualités et la façon dont vous investissez, dont vous achetez et que vous vivez aujourd'hui. Donc ça, voilà, il n'y a pas, je dirais, de débat à comprendre, il y a beaucoup plus d'inflation que ce qui est voulu, etc. Oui, on peut faire tout dire à une stat et on peut chacun avoir un ressenti différent par rapport à une stat, mais bien comprendre comment les choses sont calculées. Et au-delà de cela, donc, je vous remets à l'écran quelque chose que j'avais publié fin 2020. C'est l'idée toujours de faire des hypothèses. Et donc, c'est de bien comprendre cet effet de poupée russe que je vous dis. C'est-à-dire qu'on peut très bien croire à l'inflation long terme. Mais on peut très bien croire, du coup, à la déflation moyen terme. Et on peut très bien croire à l'inflation de court terme qui est due à des goulots d'étranglement, etc. Et donc, c'est de bien comprendre également que quand on discute de l'inflation, il faut éviter de voir cela dans un prisme court terme et que les choses vont se déclencher rapidement en l'espace de 3 mois et qu'on aura des inflations à 10% et qu'on s'en sortira pas, etc. Il faut bien comprendre justement que voilà, il faut éviter de paniquer et éviter de penser que c'est un processus rapide. C'est un processus lent. Et dans ce processus lent, même si on croit à une inflation durable, forte, à 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur de ces 10 ans, et notamment beaucoup de zigzags. Donc c'était ce que j'avais essayé, et j'avais publié déjà différentes vidéos, et c'était ce que j'avais essayé d'exprimer au travers de l'Académie des graphes, notamment avec ce type d'hypothèse de travail. Et à l'époque, donc fin 2020, l'hypothèse de travail, c'était en gros, le côté court terme, c'était un zigzag au gré du Covid, on avait encore le Covid, des stats économiques qui ressortent mauvaises. Donc en gros, on a un mois de flottement, puis on va parler de la réouverture,
les stats économiques vont s'améliorer, on va avoir une baisse de chômage, on va avoir une inflation des matières premières temporaire liée à déficit d'offres, goulot d'étranglement, etc., dû à la réouverture. Mais là, l'idée, c'était de bien parler de quelque chose de temporaire. Comme je vous avais expliqué dans différentes vidéos, on a la compression, tout le monde en réouvre, donc on a l'anticipation de tous les opérateurs économiques qui refont du stock, qui refont des achats, etc. Et donc on a une compression des achats au même moment, des besoins au même moment, et des anticipations au même moment qui font que l'offre ne peut pas suivre, bien entendu, et donc la variable d'ajustement, c'est toujours le prix. Et par contre, tout ça, ça va se dissiper avec le temps. La deuxième partie, j'avais mis 2021-2022, mais on peut peut-être pousser un petit peu, on voit de 6-9 mois ces avis-là. C'est toujours pareil, la difficulté, c'est le timing. Hein. L'hypothèse de travail, on peut l'avoir, mais de savoir ensuite le timing, pour moi, c'est l'analyse du marché qui va nous permettre, du sentiment de marché qui va nous permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail du marché, du timing. Mais là, voilà, dans le moyen terme, c'était l'idée, ok, on passe en mode recovery, forte croissance économique, amélioration des stats économiques, amélioration des revenus des entreprises, baisse du chômage, on continue, la Fed reste cohérente et garde ses taux courts bas, intervient si les taux longs s'échappent au-delà des 2,5%. Quand on parle de intervenir, c'est commencer à faire le tapering, c'est voir, au-delà de faire du tapering, donc réduire ses injections de liquidité, remonter ses taux, mais avec un calendrier, l'idée, sinon, si on passe au-delà des 3%, d'avoir potentiellement un agissement de la Fed directement au niveau des taux longs. Donc en achetant des obligations au long cours. Et donc, rotation sectorielle. Donc, on voit, voilà, là, on est toujours dans le processus. Long terme, j'avais mis 2023-2030. Là aussi, on peut ajuster les choses. Mais vous allez voir un petit peu, je vais rentrer plus dans le détail. La croissance se normalise, l'inflation se normalise autour des 2%, puis certainement plus forte vers la fin de la décennie pour cause de dépopulation, mais aussi moindre offre mondiale de producteurs car concentration. Alors là, l'idée de la concentration des producteurs, c'est le cheminement logique un petit peu de la concurrence, où finalement vous avez donc avec tout l'argent qui aura été déversé, également une capacité d'emprunter, de profiter des taux courts, etc., pour rentrer dans des consolidations de secteurs. On peut penser à la consolidation énergétique, et donc on peut penser à beaucoup de croissance externe, de fusion, d'acquisition, et à des consolidations sur beaucoup de secteurs, notamment éventuellement même des secteurs endettés, qui peuvent anticiper sur la remontée des taux qui peuvent être préjudiciables pour les entreprises les plus endettées, pour être potentiellement donc plus fort ou plus sain pour lever suffisamment de capitaux. Et donc on peut se retrouver du coup avec moins de producteurs puisqu'on consolide, et comme même sans être dans le monopole, mais vous avez moins de producteurs, vous avez moins de compétition, vous avez moins de concurrence, vous avez une capacité donc d'avoir un pricing power et la capacité donc de fixer vos prix d'une manière avec plus de marge, puisque vous n'avez pas le compétiteur du coin qui peut faire facilement peut-être le même produit que vous à un prix et proposer un prix moindre, ce qui est donc déflationniste. Et donc ça, l'idée de la déflation, c'est de dire la technologie, nos mondes sont des mondes qui restent occidentaux, hein, je parle donc occidentaux, qui sont des mondes axés sur le service, sur la technologie, et donc sur la progression technique. Et cette progression technique permet de faire plus avec moins d'argent. Et donc c'est inhérent, déflationniste. Un autre élément déflationniste aussi, c'est la dépopulation. Donc on le sait, la natalité aujourd'hui dans la plupart des pays du monde n'est pas suffisante pour pouvoir avoir une soutenabilité de la population mondiale. Donc on va vers une décroissance de la population à horizon 2040-2050. Donc on a également tous les papy boomers, etc., qui ne consommeront plus, et les générations futures, voilà, qui peuvent se retrouver en réduction. Tout cela, évidemment, ça pose tout un tas de questions. Mais ce que l'on voit déjà, c'est beaucoup de pays qui réagissent. Alors on peut toujours mettre sur la table l'immigration, puisque même si au niveau de l'Occident, et même la Chine, on peut intégrer la Chine, on a des problématiques de dépopulation qui arriveront dans les décennies à venir,
on a au niveau des pays émergents des populations qui sont encore très jeunes et florissantes. Donc d'un point de vue, si on prend l'Occident, c'est une problématique qui arrive dans les 10 prochaines années, et donc on va se retrouver avec moins de travailleurs. Si on se retrouve avec moins de travailleurs, c'est la même variable d'ajustement, c'est le salaire. Si vous avez moins de travailleurs pour tout autant de travail, vous êtes obligé pour les attirer de les payer plus. On voit que politiquement également, on va vers des hausses de salaires minimaux, puisqu'il faut couvrir les inégalités également que nous avons, et que nous avons construit avec un monde de toujours plus de dettes, où vous avez maintenant des gaps qui sont trop importants, on le sait, et qui créent des clivages sociaux entre les plus pauvres et les plus riches, et le gap qui s'est formé qui est tout à fait géant. Donc pour compenser cela et maintenir la paix sociale, on sait déjà que les gouvernements sont dans ce processus-là d'augmenter les salaires minimaux. Salaires minimaux, c'est de l'inflation. Moins de concurrence au niveau des entreprises, c'est de l'inflation. Moins de travailleurs disponibles, c'est de l'inflation. Mais à côté de ça, vous avez un monde de plus en plus technologique, et donc des gains de productivité, des gains techniques. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la déflation. Donc vous voyez, c'est pas une équation qui est si simple que ça. On peut énumérer les choses et on peut se dire, pour moi, la démographie, c'est la destinée d'un pays. Donc si la démographie est chancelante, on sait très bien que le pays, à terme, mais c'est des horizons longs, la croissance sera également chancelante, etc. Donc ça peut être déflationniste par idée. Mais voilà un petit peu donc l'idée de ces différentes hypothèses de travail et de ces différents scénarios. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, puisqu'il y a un point également que je trouve très intéressant, c'est la déglobalisation. Alors, quand on parle de la déglobalisation, on ne parle pas de l'arrêt du commerce mondial. Des aventures de déglobalisation, vous en avez eu plusieurs dans le monde, et je vais prendre celle notamment des années 30, avant la Seconde Guerre mondiale. Vous le voyez, on était dans une période de déglobalisation. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on était dans une période de protectionnisme, où on a vu un certain nombre de gouvernements protectionnistes arriver au pouvoir également, que pour autant, on a arrêté le commerce mondial. Le commerce mondial a continué de croître. C'est juste la partie du commerce qui est revenue nationalement, donc, qui a cru également. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de déglobalisation, il ne faut pas y voir un système binaire, c'est-à-dire tout protectionniste, il n'y a plus de commerce mondial, ou alors on fait que du commerce mondial, on fait plus du commerce national, ou en tout cas continental, ou sur la même plaque, la même zone géographique. Donc il faut bien comprendre, vous le voyez ici, que pendant les 30 années où on voit sur ce graphique une déglobalisation, c'est-à-dire où on a favorisé le protectionnisme, pour autant, si j'avais un autre chart, je ne l'ai pas ici, mais où on prend le commerce mondial en valeur, il aurait continué d'être en croissance. Donc on peut très bien être dans un marché qui est dans une croissance continue des volumes du commerce mondial, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que par protectionnisme, vous avez quand même la déglobalisation qui fait que la part qui redevient nationale ou sur la même zone géographique est en croissance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si ne serait-ce que 5% du commerce mondial est retiré pour être déglobalisé, et c'est-à-dire revenir s'investir nationalement ou dans des zones géographiques, 5% ça peut vous paraître pas énorme, et c'est ce qui me fait dire que voilà, il faut faire attention de ne pas voir dans la déglobalisation la fin du commerce mondial. Non, ça continuera de croître, puisque la population mondiale continue de croître, etc. Mais il faut y voir que ces 5%, à l'échelle du monde, ne sont peut-être pas énormes, mais à l'échelle de quelque chose qui revient nationalement, c'est un impact énorme. C'est un impact énorme pour l'industrie, pour les chaînes d'assemblage, pour les chaînes d'approvisionnement, pour éventuellement, quand on dit rapatrier du travail à la maison, c'est également très souvent des salaires haussiers, donc ça aussi, c'est des pressions inflationnistes. Mais il ne faut pas y voir, ce qui est important, c'est de ne pas y voir rouge ou noir, et de ne pas y voir quelque chose de binaire. Donc ce sont des impacts qui sont importants. Et pour moi, là où ça va être le plus important, c'est quand on parle de protectionnisme,
on a quand même une logique économique. Et donc, au-delà de voir du protectionnisme, de voir du commerce rapatrié d'une manière plus nationale, je dirais qu'il faut réfléchir en termes de zones géographiques. Quand on regarde les États-Unis, quels sont les pays qui peuvent le plus en profiter? Parce qu'ils ont encore des salaires bas, parce qu'il y a quand même une logique économique qu'il faudra respecter. C'est le Mexique. Donc si on parle de déglobalisation dans les années à venir et de protectionnisme, ce qui sera rapatrié, qui peut paraître pouillemesque par rapport au commerce mondial, mais qui sera très important de par les impacts que ça peut avoir sur les entreprises du pays où on rapatrie, c'est bon, les US, mais surtout très certainement, parce qu'il y aura une logique économique qui demeurera, l'être humain est quand même pragmatique, on reste dans des mondes orientés comme cela, c'est donc le Mexique qui devrait en profiter, et je dirais qu'on devrait déborder également sur l'Amérique centrale. Quand on regarde l'Europe, qui devrait en profiter? Je pars du principe qu'on devrait avoir une accélération également des pays du sud, de l'Europe et de l'Est. Et globalement, quand on prend l'Asie, c'est également l'Asie du Sud qui devrait le plus en profiter parce qu'on cherchera quand même à se diversifier du risque chinois, c'est-à-dire d'avoir uniquement des investissements en Chine. On cherchera à se diversifier, et on l'a vu avec le Covid, il faut se diversifier et donc aller chercher certainement Vietnam, aller chercher Thaïlande, aller chercher Indonésie, ce genre de choses-là. Donc vous voyez, voilà comment je comprends la déglobalisation, c'est-à-dire que quand on parle de la déglobalisation, je ne le vois pas comme le gros risque, etc., mais c'est de bien comprendre de combien on parle, et de ces phénomènes de déglobalisation qui peuvent durer, liés à de la politique, liés voilà, aux opinions, et tout cela c'est impacté par des croissances de la dette, par des moments de crise, par des clivages qui sont faits au sein de la population, par ce gap des inégalités. Et je veux dire, quelque part, on n'invente rien de nouveau, hein, c'est finalement des cycles que l'on répète. Donc ça, c'est pour l'élément, pour moi, de déglobalisation. L'autre élément pour moi qui est très important, c'est ici, vous voyez, la démographie. Démographie et destinée, c'est un philosophe français qui avait dit ça, j'ai oublié son nom, vous me le rappellerez dans les commentaires. Mais quand on regarde la démographie, vous voyez ici, on a l'Europe, et ici, on a les US par État. Et ce que l'on considère, évidemment, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est de regarder la différence aux États-Unis, qui est finalement plusieurs pays en un, et que vous regardez finalement ce que l'on pourrait considérer comme une mentalité occidentale de carrière, etc., d'égalité, ce qui fait qu'on a les enfants plus tard, ce qui fait que comme on a les enfants plus tard, on en a moins, ou potentiellement on a une carrière, donc on en a moins, bref, on a différentes relations psychologiques, etc., sociologiques, qui font qu'aujourd'hui on a moins d'enfants qu'hier. Et puis, on regarde également dans des pays plus émergents ou encore qui sont plus orientés encore agricoles, etc. On va retrouver encore ici des États américains, mais si on prend des pays d'Asie, des pays également émergents comme le Brésil ou également des pays émergents en Afrique, on va retrouver plutôt des populations avec des natalités fortes, et donc des parents jeunes et des populations jeunes. Mais même dans ces États-là, même dans ces pays émergents ou qui gardent encore des niveaux de natalité forts, on enregistre des baisses, ce qui témoigne aussi de l'avancée économique. Donc tout cela, vous le voyez, c'est également à imbriquer dans le fait qu'on va rester dans une croissance de la population mondiale jusqu'en 2040, jusqu'en 2050. On va certainement remettre l'immigration sur le coin de la table à un moment donné ou à un autre, qui a toujours été historiquement une solution, même si politiquement c'est un sujet assez toujours délicat, surtout dans un temps de clivage où le protectionnisme rentre en ligne de compte. Donc, vous le voyez un petit peu tout l'enjeu. Je ne suis pas là pour vous donner les réponses, j'en sais rien. Je suis là, moi mon but c'est de voir un petit peu toutes ces choses qui s'imbriquent les unes dans les autres, d'essayer de façonner des hypothèses de travail et de bien comprendre qu'à l'intérieur de ces hypothèses de travail et de ces visions qu'on peut avoir à long terme, il y a des structures à court et moyen terme. Et ça, c'est ce qui structure également le marché. Pourquoi ça m'intéresse de regarder tout cela? Parce que je pars du principe qu'au-delà des fondamentaux des entreprises,
Une entreprise aura beau avoir les meilleurs fondamentaux du monde, si je suis le seul gars à avoir de l'argent à mettre en bourse, je ne réussirai pas à faire monter le titre. J'ai besoin, au-delà des bons fondamentaux, pour que mon titre évolue favorablement et s'aligne éventuellement à ces fondamentaux, j'ai besoin que d'autres personnes pensent comme moi. Et qu'au-delà que ces personnes pensent comme moi, j'ai besoin qu'ils aient une capacité d'avoir une épargne, une liquidité, qui sont prêts à investir sur les marchés boursiers. Donc j'ai besoin quelque part d'une démographie. J'ai besoin également que cette démographie ne soit pas trop âgée, puisque si les personnes sont âgées, elles veulent prendre moins de risques, donc elles veulent se tourner plus vers des placements sécurisés, plus en général vers de l'obligataire. Je ne rentre pas dans le détail ici de l'obligataire dans un monde inflationniste, dans un monde de taux d'intérêt qui remontent, etc. Et donc de cette inflation qui peut rendre négatifs les taux réels de vos obligations. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus, on est rentré dans le détail dans différentes autres vidéos, mais de bien comprendre également schématiquement ce qui se passe ici. Et donc de bien comprendre que ce qui m'intéresse sur les marchés, c'est une histoire de flux, des flux entrants et des flux sortants. Et pour comprendre ces flux entrants et ces flux sortants, j'ai besoin de comprendre où se trouve ma population. Et on est dans un monde globalisé, même s'il y a du protectionnisme, même si on parle de déglobalisation, comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble, la globalisation va continuer de croître, hein, même si sporadiquement, on a ces phénomènes de déglobalisation qui se mettent en place. Donc là, voilà, c'est pour bien comprendre un petit peu dans quoi on est en train de se mettre. Et la Chine, notamment, a annoncé qu'ils allaient relancer une politique beaucoup plus de natalité forte avec 3 enfants. Puisque vous le savez, pour au moins obtenir la même population, hein, pour repeupler, il faut au moins mathématiquement 2 enfants par femme. Mais comme évidemment il y a moins de femmes que d'hommes qui naissent, statistiquement, et qu'il faut prendre en compte que pas toutes ces femmes-là arriveront en âge de procréer, pour différentes raisons de maladies, voire de décès prématurés, et on arrive à des statistiques où on se dit que statistiquement il faut 2,2 voire 2,4 enfants par femme. Donc on voit très bien que quand on regarde en Europe et qu'on commence à avoir des enfants à 30 ans et plus, pour obtenir ces 2 ou 3 enfants, c'est beaucoup plus difficile, et même, je dirais, il y a des carrières, etc., tout un tas de raisons. Et on voit, par exemple, aux États-Unis, mais ça serait bien d'avoir l'Asie et les pays émergents, mais on voit que comme on commence plus tôt, ben, on se donne également plus de temps pour avoir plus d'enfants. Donc il y a ces raisons-là aussi. Donc après, voilà, l'idée c'est qu'on peut se poser la question donc, sur les investissements, sur l'immobilier et donc sur la bourse. Ici, on a un graphique qui fait la relation, vous le voyez, entre les grands pics de génération et la hausse des marchés. Et moi, j'y vois, comme je vous ai dit, ce flux. Si vous avez plus de gens, vous avez statistiquement plus de gens qui, en plus dans des pays occidentaux, donc avec du pouvoir d'achat alors, du pouvoir d'achat. Dans un monde endetté, etc., on s'est retrouvé de plus en plus avec des liquidités. Le Covid également a arrangé ça, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un surplus de liquidités. Donc on fait quoi? On finit par l'investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse. Donc il faut bien prendre en compte cette démographie également pour comprendre le marché dans une question de flux. Même vous aurez beau, je sais pas, vous aurez beau avoir les meilleurs fondamentaux du monde, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a personne pour acheter, s'il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont soit suffisamment d'épargne, soit qui sont en âge d'être dans de la prise de risque, etc., vous n'aurez pas un marché dynamique. Et vous aurez des flux essentiellement sortants, et donc une pression baissière, peu importe les fondamentaux des boîtes. Alors bien entendu, c'est comme en immobilier, en bourse c'est pareil, on peut prendre le marché dans son ensemble, mais vous pouvez avoir spécifiquement aussi un marché dans un marché. Il y aura toujours, en fait ce qui se passera, c'est que vous aurez des flux globalement sortants, qui impacteront le marché dans son ensemble, mais vous aurez des sociétés qui s'en sortiront très bien. C'est-à-dire que le peu de flux entrants, le peu de flux qui seront encore investis sur les marchés, se concentreront en fait dans moins de valeur. Et donc on aura en fait un marché qui globalement patinera à cause de ces flux sortants, mais spécifiquement
un certain nombre de valeurs qui en profiteront parce qu'elles regrouperont en fait tous les investisseurs. Et l'immobilier, c'est exactement la même chose. Globalement, le marché, parce que vous allez vous retrouver avec un surplus d'offres par rapport à la demande, globalement, on peut se dire que le marché souffrira de cette démographie, mais encore une fois, on est sur des espaces-temps très longs. Donc ça, faut tirer la pelote de laine. Et on peut prendre le Japon, qui a déjà une dépopulation et une population vieillissante depuis des années, et vous pouvez prendre le Japon en exemple. Et on voit également qu'il n'y a pas que ça, il faut aussi prendre en compte la relation à l'argent, cet argent également qui sera laissé aux générations futures, tout ce surplus d'épargne. Alors il faudra voir, c'est taxé, c'est pas taxé. Il y a beaucoup. L'économie, c'est très simple sur le papier, mais vous avez énormément d'opérateurs, énormément de variables qui font que c'est très complexe et c'est pour ça qu'il y a autant d'avis que d'économistes. Tout ce que l'on peut faire, c'est avoir des hypothèses de travail et ensuite travailler le timing. Donc c'est juste ce que je vous propose. Donc ce que l'on voit ici sur ce graphique, qui est ce qui est, on peut toujours critiquer, etc. Mais ce que l'on peut voir, en fait, c'est que ce graphique, ce qui semble dire, c'est que à chaque fois que vous avez un pic générationnel, donc un pic démographique, vous avez également des marchés qui subissent un pic. Mais vous avez des échecs là-dessus. Je veux dire, c'est pas tout le temps vrai. Vous avez par exemple cette période inflationniste d'ailleurs, fortement inflationniste, de stagflation, dans cette période ici. Mais là encore, il y a eu des mesures. Il y a eu des mesures économiques, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises, qui ont permis l'essor ensuite, et donc de libérer des flux. Donc vous le voyez, il faut se sortir également de faire des conclusions hâtives là-dessus. Sur l'immobilier, c'est la même idée, c'est de se dire, à chaque fois que vous avez des pics générationnels, eh ben, vous avez plus de demandes de l'immobilier, donc plus de construction. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'est de se dire, ok, pour les années à venir, on a tous les millennials, donc les personnes d'une trentaine d'années dorénavant, qui sont en train d'arriver sur le marché de leur premier achat immobilier. Ils ont les capacités financières, ils ont eu du mal à payer les études, ils ont eu du mal à payer la carte de crédit, etc. Mais donc du coup, ils achètent un petit peu plus tard que ce qu'on pouvait acheter dans les générations précédentes, ce qui fait aussi qu'on forme nos familles plus tard, et il y a la carrière, il faut rembourser le prêt étudiant, etc. Donc il y a des pressions que l'on n'avait pas nécessairement dans les générations passées, que l'on a aujourd'hui, qui font aussi que ça nous impacte démographiquement, le fait que la natalité baisse, puisqu'on a les enfants plus tard, et potentiellement on a moins d'enfants qu'avant. Donc ça aussi, vous voyez, il y a quand même des liens, et je trouve c'est passionnant. L'idée de vous dire là, c'est pas de vous donner une réponse, j'en ai pas. C'est de vous dire, on travaille les hypothèses, et petit à petit, en fait, on va travailler le timing à tout cela. Mais l'idée, c'est d'avoir une idée générale pour savoir un petit peu où on va, pour avoir une idée globale un petit peu de ce qui se passe dans le monde, mais bien comprendre que c'est des phénomènes lents. Et tout cela, je vous l'ai dit pourquoi. Je vous l'ai dit pour casser une idée reçue qu'on a très souvent et qu'on entend très souvent avec un biais. C'est un biais psychologique que l'on a souvent, c'est de projeter ce qui s'est passé dans le passé en se disant que ça va nécessairement se passer dans le futur. Et ça peut être un biais très dangereux pour l'investisseur, mais pour l'homme également. Et donc là, tout ce que je vous dis là, c'est bien vous rendre compte que ce qui va se passer dans les 50-100 prochaines années, ce sont des éléments que l'on n'avait pas dans les 50-100 dernières années. C'est-à-dire que ce que l'on a eu ces 100 dernières années et qui a permis le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un essor démographique énorme, avec une baisse de la mortalité, avec également, au suite de la Seconde Guerre mondiale, le baby-boom, et des progrès techniques fulgurants. Qu'est-ce que c'est que la croissance économique? Ce n'est rien de plus que la croissance de votre nombre de travailleurs, et ces travailleurs-là, ils ont besoin d'être productifs. Et donc, c'est la croissance de la productivité. Vous multipliez votre nombre de travailleurs par votre productivité et vous avez votre croissance économique. Et donc, pour comprendre votre potentiel, vous allez calculer votre potentiel de
travailleurs, et là on voit qu'on parle plutôt démographiquement d'une baisse des populations, donc d'une baisse de mon nombre de travailleurs. Donc si je veux compenser, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est mon progrès technique, et donc de continuer d'arriver à de l'efficience, et de continuer donc de gagner en productivité, puisque j'aurai moins de travailleurs. Ou alors de faire de l'immigration, ou alors de relancer des campagnes de natalité, etc. Mais c'est long, c'est pas simple, etc. Et donc la question de se dire maintenant, c'est que la mortalité, on a eu tout un tas de progrès également techniques, médicaux, etc., qui ont permis d'arriver à cela, mais donc on arrive également à des populations qui sont très vieilles, mais qui ne travaillent pas. Alors, on continue de dépenser, mais on ne dépense pas sur les mêmes biens, et on n'est pas productif de la même manière dans l'économie aussi. Donc ça pose d'autres problématiques. Et au niveau de la problématique du progrès technique, moi je continue de croire au progrès technique, et je continue de croire que ce progrès technique a encore de belles années devant lui. Mais ce que l'on peut penser, c'est que l'exponentielle de ce progrès technique sur les 100 dernières années, et la croissance du progrès technique que l'on aura dans les prochaines années, n'auront rien à voir. On va continuer de croître, mais à une vitesse beaucoup moins rapide que ce que l'on a connu les 100 dernières années. De la même manière que notre population mondiale continue de croître, mais à une vitesse beaucoup moins importante que ce qu'on a connu les 100 dernières années, grâce aux progrès médicaux, grâce au fait que, voilà, on a repoussé la mortalité, ce genre de choses-là, et on a moins de mortalité infantile, on a toutes ces choses-là. Le progrès technique, grâce à toute l'éducation, grâce à technologiquement tout ce qu'on a pu créer, grâce au fait qu'on est une population croissante, donc il y a plus de cerveaux, et ça aussi, le capital humain, ça sera une denrée très importante dans le monde de demain, dont les entreprises se battront, pour lequel les entreprises se battent déjà et continueront de se battre. Et on se bat comment? On se bat aussi avec de la hausse de salaire. Donc là aussi, c'est vraiment le but, c'est bien de comprendre que le monde qu'on a vécu et qui nous a enseigné tout ce que l'on croit comme étant acquis sur les 100 dernières années, a de très fortes chances, dans les 100 prochaines, d'être complètement différent. Le monde de ces 100 prochaines années sera complètement différent, et donc tout ce que l'on pense savoir sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, je pense qu'il faut éviter de se mettre le doigt dans l'œil, de penser, alors à court terme peut-être, sur les prochaines années, oui, on va continuer dans ce cheminement, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous allez me dire peut-être vous vous en foutez, mais pour moi, c'est des choses que je trouve assez passionnantes, de se dire que on est en train d'écrire un nouveau chapitre par rapport à tout cela. Voilà, on fera certainement des vidéos plus en détail sur certains sujets, mais je voulais une vidéo un peu plus généraliste pour bien vous parler, quand on parle inflation, de bien réfléchir à l'horizon de temps, hein, avant d'avoir une décision tranchée, et de bien vous rappeler que l'économie, hein, c'est du vivant, c'est de l'homme, et donc à partir de ce moment-là, il faut éviter d'y voir uniquement des procédés mathématiques, et il y a fort à parier que dans tout ce que je vous ai expliqué aussi, on aura des surprises et on aura des aléas, et c'est pour ça qu'on parle bien d'hypothèse de travail et pas de certitude. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me dire ce que vous en pensez, quelles sont vos idées également en commentaire, comment vous voyez la suite des choses pour les décennies à venir et comment éventuellement vous vous préparez, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. De vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette de notification, comme ça vous ne loupez rien des prochaines vidéos. Je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.